Jean Messia, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un haut fonctionnaire, énarque, vous avez fait Sciences Po Paris, vous avez réalisé une thèse sur la zone euro, vous êtes le président du cercle de réflexion Vivre Français, mais vous êtes connu surtout comme une bête des plateaux TV, avec des punchlines que vous infligez à vos adversaires dans des joutes verbales qui les laissent KO, sans voix, pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui partagent vos idées. Et pour cela, on vous a surnommé, et ça m'a bien fait rire, le roi du silence. Avant de commencer cet entretien, Jean Messia, juste quelques mots pour nous dire où vous en êtes dans ce bras de fer qui vous oppose à Roch-Olivier Mestre, président de l'Arcom, suite à une décision complètement folle de décompter votre temps de parole, alors que vous n'êtes plus encarté dans un parti politique, vous n'êtes plus aujourd'hui officiellement un homme politique, et pour autant, aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller sur les plateaux de télé aussi souvent que vous le faisiez avant, et vous dois vous le dire que vous nous manquez, à mon avis, pas qu'à moi. Je voulais, et en plus de ça, vous avez envoyé une lettre recommandée à l'Arcom pour dire clairement que vous étiez candidat à aucune élection, pas même l'élection présidentielle. C'est un acharnement. Ben, en fait, ça a commencé par un reproche de l'Arcom. L'Arcom me prête des ambitions présidentielles, figurez-vous. À 4 ans de l'élection présidentielle, c'est très connu que les gens déclarent leur candidature à l'élection présidentielle. Ils me reprochent un tweet que j'avais posté au moment de la cagnotte que j'avais lancée pour la famille du policier, où je disais « Et si on leur mettait un immigré assimilé comme candidat à la présidentielle en 2027 ?» Et donc l'Arcom en a conclu que je parlais de moi-même dans une forme de modestie à peine masquée. Et évidemment, j'ai été obligé, en tout cas l'Arcom m'a forcé à produire une lettre recommandée, un engagement par lequel je disais que je n'étais pas candidat à l'élection présidentielle. Ce que j'ai fait, une fois que j'ai fait ça, l'Arcom a dit ah, « Attendez, il n'y a pas que ça ». Bien que l'Arcom se soit engagé au départ à me retirer de la liste uniquement si je m'engageais à ne pas être président de la République. Hein. Donc je l'ai fait. Et ensuite, ils m'ont dit « Non, vous allez rire, il n'y a pas que ça. Vous avez mené un certain nombre d'actions que nous considérons comme politiques, à savoir la cagnotte pour la famille du policier, la manifestation de soutien aux forces de l'ordre et, plus récemment, le référendum imposé par le peuple, vous savez, cette initiative que j'avais lancée pour essayer d'obtenir 5 millions de signatures pour provoquer un référendum sur la question de l'immigration. Donc, évidemment, c'est complètement ubuesque. Je vous laisse imaginer ce que l'Arcom m'aurait dit si j'avais eu la bonne idée de lancer une cagnotte pour la famille de Naël. Je pense que l'Arcom n'aurait rien trouvé à redire et au contraire, je pense qu'ils auraient même accru mon temps de parole sur les plateaux de télévision. Donc si j'avais organisé une manifestation contre les violences policières et le racisme systémique, là encore, l'Arcom aurait considéré comme une espèce de geste, comment dirais-je, de la pensée dominante et aurait là encore accru mon temps de parole à l'antenne. Donc la question que posée par l'Arcom n'est pas du tout une question de règles, parce que c'est parfaitement arbitraire, c'est juste une question comment dirais-je, de se conformer ou non au canon de l'idéologie dominante. Alors évidemment, c'est le pot de fer contre le pot de terre, et j'ai envoyé une lettre recommandée à l'Arcom en leur disant que je m'engageais à ne plus faire d'actions que moi je considère comme citoyennes personnellement, mais qui pourraient être interprétées par l'Arcom comme des actions politiques. Et donc j'ai été contraint, selon la même logique, de fermer l'initiative lancée de référendum imposé par le peuple pour me conformer pleinement et totalement aux exigences de l'Arcom. J'en suis là et j'espère que du coup l'Arcom va consentir à me retirer de cette liste où personnellement je n'ai rien à y faire puisque, pour en terminer, sur les 15 personnes qu'il y a sur cette liste, tous sont élus, tous, sans exception, sauf moi. Alors Jean, moi, je pense que vous êtes un peu dur avec l'Arcom parce que je crois que c'est une volonté inconsciente de leur part de vous pousser à vous présenter pour la prochaine élection présidentielle. Ah bah. En tout cas, je vois les choses un peu différemment de vous. Non, mais écoutez, réfléchissez à ça. C'est peut-être la volonté de pas mal de gens. Écoutez, vous savez, parfois les chemins de l'Éternel sont impénétrables. Alors, je voudrais commencer, mesdames, messieurs, Jean Messia, par vous donner la raison pour laquelle on vous a invité ce soir. Le lendemain du 7 octobre,
il y a eu une manifestation en soutien à l'État d'Israël qui a eu lieu à Paris. Manifestation dans laquelle il y a eu, en tête de cortège d'ailleurs, des gens de la NUPES, mais c'est très bien comme ça. Et lorsque vous êtes arrivé sur cette manifestation, vous avez été chaleureusement accueillis et applaudis par la foule. Mais lorsque vous avez voulu rejoindre la tête de cortège, vous avez, quand j'ai vu la vidéo, quasi été mis dehors, manu militari. Moi, personnellement, Jean Messia, par le CRIF. Moi, vous l'avez dit. Moi, personnellement, je suis français de confession juive et je ne pense pas être le seul à avoir été réellement choqué par ces images. Et en tant que président d'association, j'estimais que c'était de notre devoir, en vous faisant venir ce soir ici, de marquer clairement notre désapprobation vis-à-vis de cette attitude qu'ils ont eue envers vous, que j'ai trouvé personnellement très injuste. Par ailleurs, j'ajoute que quelques jours après, vous avez rencontré des gens du CRIF qui se sont officieusement excusés. Donc si je résume, on vous fout dehors officiellement et on s'en excuse officieusement. Et c'est ce qui va m'amener, Jean Messia, à vous poser ma première question. Si vous avez été éconduit lors de cette manifestation, c'est parce que vous avez été au Rassemblement national. Vous avez été ensuite, vous l'avez quitté, vous avez été ensuite le porte-parole d'Éric Zemmour lors de la campagne présidentielle de 2022. Et donc, vous êtes aujourd'hui, même si vous n'êtes plus un homme politique, vous êtes considéré comme un chroniqueur, un polémiste d'extrême droite. Alors ma première question, c'est d'abord, est-ce que vous vous reconnaissez en tant que polémiste d'extrême droite? Est-ce que c'est une définition dans laquelle vous vous reconnaissez? Et la deuxième chose, c'est que je voudrais, et que vous insistiez un petit peu là-dessus, quelle est pour vous, aujourd'hui, votre définition de ce qu'est être d'extrême droite par rapport à ce qu'on appelle la droite traditionnelle républicaine? Je commencerai mon propos en vous disant que si l'extrême droite était un mouvement, enfin en tout cas si la réalité de l'extrême droite était aussi prégnante qu'on le dit en France, l'extrême droite étant évidemment un courant politique, on va dire, excluant, haineux, stigmatisant, xénophobe, je dois dire que si l'extrême droite m'a accueilli, m'a applaudi, et m'a fait autant de place dans les différents engagements que j'ai eus, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'extrême droite est particulièrement accueillante vis-à-vis des immigrés. Bien sûr. Okay. À moins de me définir moi-même comme un migrant d'extrême droite, ce qui est quand même assez grotesque, je ne vois pas ce qu'est l'extrême droite. En tout cas, je ne vois pas où est l'extrême droite en France aujourd'hui. Qu'est-ce que l'extrême droite historiquement? Historiquement, l'extrême droite est un courant politique qui est anti-parlementariste. Je ne crois pas que le Rassemblement national ou Reconquête soit anti-parlementariste. Je crois même que le Rassemblement national milite pour des élections proportionnelles. Donc non seulement ils ne sont pas anti-parlementaristes, mais ils sont ultra-parlementaristes. L'extrême droite est un courant politique qui vise à interdire les partis politiques, à interdire les syndicats. Je ne crois pas que ça soit dans le programme ni du Rassemblement national ni de Reconquête. L'extrême droite est souvent un courant qui a des velléités théocratiques. On se souvient par exemple de Salazar au Portugal, du maréchal Pétain. Enfin, tout s'était très imprégné par une forme de théocratie catholique. Je ne crois pas que ni dans le cas d'Éric Zemmour, ni dans le cas du Rassemblement national, ça soit le cas. Donc en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que l'extrême droite? L'extrême droite, aujourd'hui, c'est une accusation qui vise à puiser dans la sémantique de l'histoire de France, comment dirais-je, une condamnation de tous ceux qui tendent à réveiller les Français de leur sédation identitaire profonde et continue dans laquelle ils sont plongés depuis une cinquantaine d'années. Si vous parlez de la France aux Français, vous êtes d'extrême droite. C'est marrant parce que, rappelez-vous de cette phrase du général de Gaulle. Le général de Gaulle disait « Quand la France va mal, parlez-lui de la France ». Aujourd'hui, la France va mal, mais quand vous parlez de la France, vous êtes d'extrême droite. Donc, le problème, il est là. Or, moi, je crois que l'extrême droite étant évidemment un mouvement raciste, etc., mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'étais au Rassemblement national ou quand j'étais à Reconquête, j'étais parmi les cadres les plus populaires de ces deux mouvements. Donc ça paraît quand même un peu bizarre que des partis qui sont brocardés comme étant des partis racistes, des partis stigmatisants, des partis xénophobes, applaudissent quelqu'un qui n'est pas né en France et qui a été naturalisé à 20 ans.
Enfin, je sais pas, il n'y a pas un truc qui va pas là. Jean, je me permets juste. Il y a quand même encore des parts d'ombre dans l'histoire du Rassemblement national et du Front national. Je vais vous poser une question très simple. La même qui a été posée à Jordan Bardella. Jean-Marie Le Pen. Antisémite ou pas? Ses propos étaient antisémites, clairement. Moi, j'étais scandalisé notamment par sa phrase. Une des phrases qui m'a vraiment profondément bouleversé, c'est quand il a dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de France. Moi, vous savez, j'ai passé une partie de mon adolescence et de ma jeunesse aussi à me passionner pour l'histoire des fascismes et pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une période de l'histoire que je connais mieux que quiconque et plus que quiconque. Et pour moi, la Shoah et l'Holocauste sont des comment dirais-je, des catastrophes, des drames qui sont uniques en leur genre. Non seulement c'est pas un détail de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas un détail du tout, c'est au contraire quelque chose d'unique, de singulier dans l'histoire de l'humanité. Je m'explique. On va me dire, oui, mais en Chine, en Afrique, en Amérique latine, etc., on a eu des massacres. On a eu effectivement des génocides, des populations qui se sont attaquées à d'autres pour les exterminer. Quelle est la spécificité de la Shoah en l'occurrence? La spécificité, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité, et je dis bien jamais dans l'histoire de l'humanité, une civilisation a utilisé ses moyens technologiques les plus modernes, ses avancées les industrielles les plus achevées, dans le seul et unique but de massacrer l'être humain, à raison de sa religion ou de sa race ou de son ethnie. Et c'est en cela qu'on ne peut pas dire, c'est quelque chose d'ignomineux et d'abominable de considérer que la Shoah est un détail. La Shoah, c'est dans l'histoire de l'humanité un fait unique, et la meilleure manière de faire en sorte que cela puisse se reproduire, c'est précisément de le minimiser. Il ne faut jamais le minimiser parce qu'il faut que jamais ça recommence. Alors vous dites que ses propos sont antisémites, mais moi je vous pose la question, est-ce que lui est antisémite? Moi, je pense qu'il a un fond antisémite, oui, comme une partie de la France, je veux dire, voilà, dans ces générations-là, il y avait un vieux fond antisémite, mais de par ses propos, c'est-à-dire qu'avoir un fond antisémite, c'est déjà grave, mais accompagner ce fond antisémite de propos tels que celui que je viens de dire, et je ne commente pas le reste, parce que celui-là me semble quand même suffisamment grave, moi je crois qu'il a fait grand mal, non seulement pour la cause nationale française, parce qu'on dit souvent Jean-Marie Le Pen a été un visionnaire, c'est vrai, on ne peut pas lui enlever ça, sur l'islamisation, sur l'immigration, etc. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il a aussi fait un grand mal à notre courant, parce qu'avec des phrases comme ça, il nous a fait perdre 25 ans. Alors, Marine Le Pen s'est brouillée avec son père, plus ou moins. Mais il y a encore des parts d'ombre au sein du Rassemblement national, parce qu'elle a coupé avec son père, mais il y a encore des gens dans l'entourage de Marine Le Pen dont on sait qu'ils ne sont pas très fréquentables, comme Lousteau, comme Chatillon. Et on peut se poser légitimement la question de savoir si sa démarche visant à dédiaboliser le Front national en coupant avec son père, est-ce que c'est vraiment sincère? Et la deuxième chose aussi, sur le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était le changement de nom. On est passé du Front national au Rassemblement national. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de voir dans le Rassemblement national un clin d'œil qui est fait à cette vieille extrême droite dont vous parlez tout à l'heure, antisémite, pétainiste, raciste, puisque dans les années 50, Jean-Louis Tixier-Lignancourt a créé un parti politique qui s'appelait le Rassemblement national français, dont d'ailleurs Jean-Marie Le Pen a été son directeur de campagne lors d'une présidentielle. Et là, pour le coup, je me dis, est-ce que réellement, il n'y a pas un petit peu d'insincérité dans la démarche de Marine Le Pen de couper réellement avec cette extrême droite antisémite pétainiste? Écoutez, moi, pour Chatillon, je fais le même constat que vous. Je veux dire, voilà, c'est des gens qui sont toujours dans le sillage. Maintenant, c'est quand même plus facile de couper avec des anciens amis qu'avec son père. Et on s'étonne toujours qu'il y ait encore dans le giron de Marine Le Pen ces personnalités-là. Mais je pense qu'avec son père, c'était indispensable, parce que, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un qui, quand même, nous a fait perdre à nos idées un temps considérable. C'est quelqu'un qui était un amoureux du scandale, de la petite phrase, de la saillie qui est provocatrice, choquante, voire ignominieuse. Vous l'avez déjà rencontré? Moi, je l'ai déjà rencontré, oui.
J'ai déjà rencontré, j'ai parlé avec lui. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un d'authentique, je lui ai dit. Je lui ai dit que c'était ces phrases-là. Alors, lui s'en a expliqué en disant, mais oui, mais par exemple, sur le fameux dur à four crématoire, ce fameux jeu de mots qu'on lui a reproché. Alors, lui, il me dit, oui, mais en fait, c'était M. Durafour, le ministre à l'époque, qui parlait d'exterminer le Rassemblement national, et donc lui, en tout cas le Front national à l'époque, et donc lui, par un espèce de réflexe, comme il parlait d'exterminer, il a pris... Mais je lui dis, mais c'est des choses qui ne se disent pas de toute façon. Un calembour de ce genre venant de lui, voilà. C'est quand même suspect. Non, mais c'est-à-dire, en plus, si vous voulez, on parle des années 80. Les années 80, on est à 35 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, l'opinion à l'époque, et on avait à l'époque en plus une gauche qui était très sensible à ces questions. Et d'ailleurs, elle aurait dû le rester. Parce que quand on voit ce qu'est devenu la NUPES aujourd'hui par rapport à ces questions-là, il y a quand même un déplacement du barycentre de la vie politique sur le thème de l'antisémitisme qui est problématique et qui est même inquiétant. Donc moi, si vous voulez, sur le Rassemblement national, je peux pas faire... Moi, j'ai été au Rassemblement national personnel, à titre personnel, je n'ai jamais vu d'antisémitisme dans la base militante et adhérente du Rassemblement national. Je vous parle du clin d'œil qui est fait par rapport à l'appellation. Le Rassemblement national rapport avec le Rassemblement national français. Non, parce qu'à ce moment-là, on peut remonter encore plus loin. Vous pouvez me dire, mais il y a le Rassemblement national et populaire de Marcel Déat, qui est encore pire. Mais je ne crois pas que ça a été, honnêtement, je ne crois pas que ça a été pris par rapport à cela. Maintenant, je suis catégorique. Par contre, les amitiés que Marine Le Pen entretient avec un certain nombre de personnes, ça, je fais le même constat que vous, mais par contre, je ne peux pas vous répondre sur le fond. Mais ce que j'ai vu, moi, dans la base électorale, militante et adhérente du Rassemblement national, je n'ai pas entendu de choses qui semblaient relever de l'antisémitisme. Jean Messia, vous avez été le porte-parole d'Éric Zemmour lors de la campagne présidentielle de 2022, et certains de ses propos ont choqué très clairement la communauté juive sur ce qu'il a dit par rapport à Pétain, les juifs, les enfants sans leur, etc. Vous l'avez bien connu, je crois que c'est un ami à vous. Je ne sais pas si vous en avez discuté. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce que c'était une maladresse? Il regrette de l'avoir dit? Si vous avez débattu avec lui sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je pense, si vous voulez, qu'Éric Zemmour garde un réflexe d'intellectuel, d'éditorialiste, pour ne pas dire d'universitaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va poser une idée et qui va chercher à la discuter. Le problème, c'est que c'est pas ce qu'il a dit, évidemment, politiquement, c'est inendossable. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu à défendre, quand j'étais porte-parole et qu'on m'envoyait ça en travers de la figure, est-ce que Pétain a sauvé les Juifs? Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je crois pas que Pétain ait sauvé les Juifs, mais enfin, Pétain n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Moi, je pense que la grande erreur, en fait, d'Éric Zemmour sur cette question-là, ça a été d'ouvrir, finalement, des plaies béantes qui ont mis des décennies à cicatriser en mettant sur le tapis des blessures profondes que les gens ont, surtout formulées de cette façon. Maintenant, on ne peut pas accuser Éric Zemmour d'antisémitisme avec cela. Ce qui veut dire, c'est que en Pologne, en Hongrie, en Europe centrale et orientale, et même dans les pays occidentaux, la plupart des communautés juives ont été exterminées dans leur grande majorité. Ce qu'il constate, c'est que 60%, je crois, des juifs français à l'issue... Un petit peu plus. Un petit peu plus. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, sont toujours vivants en France, alors que la France est un pays occupé. Et à partir de ce constat factuel, ils cherchent effectivement une explication. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas partie du champ politique. Il ne faut pas rentrer dans ces choses-là, que ça soit l'objet d'un essai politique où il peut détailler, faire des références à des historiens, discuter le pour, le contre. Pas de problème, c'est ouvert. Mais je ne crois pas que ce débat aujourd'hui, compte tenu en plus des vicissitudes et des turpitudes que la France traverse, est-il nécessaire de grossir encore plus les malheurs français en important des malheurs historiques? Je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Pour en conclure avec le thème de l'extrême droite, vous considérez, d'ailleurs l'ARCOM vous considère comme un homme politique de divers droites. Vous ne vous considérez pas comme un homme d'extrême droite aujourd'hui? Moi, je ne me considère pas comme un homme d'extrême droite, ou alors il faudrait classer à l'extrême droite à peu près 15 millions de Français, ce qui serait quand même une première dans l'histoire. Bien. Jean Messia, on va passer un petit peu à ce qui se passe en France. Il y a 48 heures, Elisabeth Borne a démissionné. Elle a été remplacée par Gabriel Attal. En quelques mots,
Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination? Je pense que Gabriel Attal est le meilleur soldat dont dispose Macron actuellement. C'est quelqu'un qui... alors il y a deux raisonnements, si vous voulez. Il y a le raisonnement dans l'absolu de l'histoire de la Ve République et un raisonnement relatif par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Si on veut avoir une vision un peu plus longue de l'histoire politique française et de la Ve République singulièrement, Gabriel Attal est le Premier ministre qui a le CV le plus light de la Ve République. C'est également un Premier ministre, si vous voulez, dans l'esprit de la Ve République. Un Premier ministre, il est là pour mettre en musique une vision, une ambition de la France, une stratégie présidentielle. On peut dire ça aussi de Jordan Bardella. Il est Premier ministrable, considéré comme Premier ministrable, et pourtant il n'a pas non plus de gros bagages sur le plan je vais y venir. Mais oui, mais à la différence, c'est que c'est quoi la vision de la France d'Emmanuel Macron? Le roi du silence. Emmanuel Macron n'a aucune vision de la France, et quand on parle de la France, il en est presque à la nier, puisque rappelez-vous, il avait dit que la culture française n'existe pas. Et alors on ose à peine imaginer ce qu'il aurait répondu si on lui avait parlé de l'identité française. En même temps, il a dit le contraire aussi. Donc il pense rien. Donc il pense rien, et donc il n'a pas de vision de souffle présidentielle. Or, le problème, c'est qu'un Premier ministre, il est là pour exécuter une vision. Mais si, à la tête de l'État, c'est le vide, exécuter le vide, c'est balèze. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est vrai que dans les circonstances actuelles, et dans le vide macroniste intersidéral qui caractérise les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, le fait qu'un jeune ministre arrive et dise l'abaya, je l'interdis. Et d'ailleurs, vous noterez que ce qui était impossible la veille devient tout d'un coup possible. Ça a dû vous plaire quand même. C'est évident, c'est évident. Interdire l'abaya... il va peut-être vous surprendre. S'occuper, j'espère. Moi, vous savez, tout ce qui fait avancer le bien de la France et tout ce qui protège l'identité française, d'où que ça vienne, je l'applaudis. Je n'ai pas de problème avec ça. Je dis juste que Gabriel Attal reste le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est quand même le type qui avait nommé Pape Ndiaye. Pape Ndiaye n'est pas tombé de... C'est pas un astronaute, si vous voulez, il n'est pas tombé de la Lune. Donc Pape Ndiaye a été nommé par Emmanuel Macron. Or, c'était l'exact contraire de ce qu'avait fait Jean-Michel Blanquer, qui lui-même avait été nommé par Macron. Et maintenant, c'est Gabriel Attal qui est exactement le contraire de Pape Ndiaye. Comprenne qui pourra. Ils sont dans la logique du en même temps. Dans la succession de ces premiers ministres et de ces ministres, c'est une logique du en même temps. Oui, mais... C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, mais si vous voulez... Vous pointez cette incohérence depuis le départ, depuis que Macron a été... Mais en fait, le en même temps, c'est une manière docte d'exprimer le néant. Si vous dites oui, puis vous dites non, puis vous dites c'est les deux, vous dites quoi en fait? Vous dites rien. Voilà. Donc, alors... Évidemment, Gabriel Attal, à côté de ça, c'est quelqu'un qui a été porte-parole du gouvernement. Avant cela, il a occupé quand même des postes d'attaché parlementaire, il était dans des cabinets ministériels, il a été ministre du budget. Ministre du budget, c'est quand même c'est le passage obligé pour les premiers ministrables, parce que quand vous êtes ministre du budget, vous faites tous les arbitrages budgétaires, c'est-à-dire vous voyez passer tous les ministres en face de vous, donc ça donne une vraie expérience de l'interministériel, qui est l'expérience au cœur du poste de Premier ministre. Donc il a je pense, même s'il n'a que 34 ans, il a quand même une expérience. Il était ministre du budget, ministre de l'Éducation nationale. Mais voilà, moi je pense que c'est bien joué de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'il met non seulement son ministre le plus populaire à la place de Premier ministre, à une année en plus où il y a les élections européennes. En face de lui, vous en avez parlé, il y aura Jordan Bardella. Jordan Bardella qui est le grand espoir du camp national. Mais encore une fois, Jordan Bardella est quelqu'un de brillant pour son âge. C'est quelqu'un qui impressionne beaucoup quand il débat à la télé. C'est quelqu'un qui travaille. Le problème de Jordan Bardella à ce stade,
c'est que, ça va vous faire bondir, mais Jordan Bardella n'a qu'un bac. Il n'a pas d'expérience professionnelle. Une chose est d'être un bretteur sur les plateaux télé, même si vous travaillez beaucoup. Autre chose est quand vous êtes Premier ministre et que vous avez votre bureau qui fait la moitié de la taille de cette salle, avec des dossiers empilés les uns sur les autres façon World Trade Center, si vous voulez. Si vous n'avez pas l'expérience des cabinets ministériels, si vous n'avez pas appris à traiter la matière technocratique au jour le jour, faut quand même comprendre que le Premier ministre conduit la politique de la nation, selon l'article 20 de la Constitution. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pour ça qu'un Premier ministre, il ne peut pas venir de nulle part. Un Premier ministre, c'est quelqu'un qui a... Tous les Premiers ministres ont exercé plusieurs postes ministériels avant. On ne bombarde pas quelqu'un qui n'a pas d'expérience ministérielle préalable au poste de Premier ministre. La seule chose... c'est plus l'expérience qui parle, parce que si je ne me trompe, Bérégovoy, qui avait une expérience différente de celle de Bardella, je crois qu'il avait qu'un CAP, si je ne m'abuse. Peut-être, mais il avait une expérience. Mais il avait l'expérience ministérielle. Il avait l'expérience. Voilà. Vous avez dit Jordan Bardella, c'est l'espoir du camp national. Vous ne croyez plus en Éric Zemmour? Non, mais je veux dire, c'est l'espoir du camp national pour le Rassemblement national. Pour le Rassemblement national. Pour le Rassemblement national, pas pour le camp national. Parce que bon, c'est lui qui incarne. Enfin, je pense qu'aujourd'hui... quand on pense que le Rassemblement national pourrait éventuellement arriver au pouvoir, c'est avec Jordan Bardella. En tout cas, c'est celui auquel on pense quand on pense à l'exercice du pouvoir. Maintenant, le problème, si vous voulez, c'est que pour faire un dégagement un peu plus général sur le camp national, moi je crois que l'électorat est au Rassemblement national, mais les idées sont chez Reconquête. Et l'expérience de gouvernement, elle est chez certains DLR. Donc vous avez 3 briques, rien ne sera possible sans l'électorat populaire du Rassemblement national. Rien ne sera possible sans l'expérience de gouvernement acquise par un certain nombre de LR, dont il faut bien dire qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre ce qu'ils pensent et ce que peut penser le Rassemblement national ou Reconquête. Et rien ne sera possible sans la colonne vertébrale idéologique apportée par Éric Zemmour. Il faut dire ce qui est. Éric Zemmour est la tête pensante du camp national. C'est celui dont les ouvrages sont lus par l'ensemble des responsables du camp national et qui, avec ses idées, alimente les débats. Donc, on a 3 briques dans le camp national, telles que je viens de les décrire. Maintenant, le défi, c'est de savoir comment ces 3 briques peuvent en fait être les parties d'un puzzle qui s'imbriquent les uns dans les autres pour faire en sorte que ça crante, comme on dit. Alors, Jean Messia, on va parler un peu d'immigration. On a bien compris que vous êtes une personnalité politique qui dénonçait une politique folle d'immigration depuis ces 30-40 dernières années. On l'a bien compris, ce n'est pas l'immigration chinoise qui vous pose problème, c'est l'immigration arabo-musulmane. Et tout d'abord, fin décembre, il y a une loi qui a été votée sur l'immigration. Si vous aviez été député, est-ce que vous l'auriez votée? Est-ce que c'est une bonne loi? Non. Pour moi, ce n'est pas une bonne loi. Même vous ne l'auriez pas votée si vous aviez été député? Je ne l'aurais pas votée, non. Je me serais abstenu, en gros. Pourquoi? Parce que, en fait, cette loi ne change rien. Elle décale des délais pour la possibilité d'avoir le droit à certains guichets de l'État-providence. On passe de 18 mois à 24 mois. Bon, il y a des petites fissures, on va dire, des petites brèches. Marine Le Pen dit que c'est la victoire de ses idées. Mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce qu'il y a en réalité... quelles idées? L'idée du camp national, c'est la notion de préférence nationale, pas de priorité nationale. C'est la préférence nationale. Vous savez, le mot de préférence nationale fait pousser des cris d'orfraie à ce que j'appelle les gauchos progressistes. Mais si on laisse tomber un peu la poussière et qu'on réfléchit tranquillement à ce qu'est la préférence nationale, qu'est-ce que c'est la préférence nationale? La préférence nationale, c'est l'idée que lorsque vous êtes citoyen d'un pays, eh bien vous avez des droits et des privilèges dont sont exclus ceux qui ne sont pas citoyens. Mais une fois que j'ai dit ça, n'est-ce pas l'apanage
de n'importe quelle nation du monde. Moi, j'ai vécu un temps aux États-Unis dans les années 90 où j'ai enseigné l'économie à l'Université de Californie. Je me souviens que dans l'université, si vous étiez citoyen de l'État de Californie, vous payiez le minimum de droits d'inscription. Si vous étiez citoyen américain, vous payiez 2 fois plus de droits d'inscription. Et si vous n'étiez pas citoyen américain, alors là, vous payez 10 fois plus de droits d'inscription. C'est pas de la priorité, c'est pas de la préférence nationale, ça? C'est normal que n'importe quel pays, de par le fait que les gens payent l'impôt, eh bien, ils aient, comment dirais-je, un certain nombre de libéralités dont sont exclus ceux qui ne sont pas citoyens. Donc, en fait, la notion de... C'est en fait le drame de la France, c'est que nous sommes obligés de réintroduire ce qui est une normalité dans tous les pays du monde par cette notion de préférence nationale qui, si la nation française existait véritablement, n'aurait pas vu le jour. La notion de préférence nationale est consubstantielle à l'idée de nation. Et c'est précisément parce que notre idée de nation est tellement délitée que certains partis, à commencer par le Rassemblement national et la Reconquête, sont obligés de réintroduire ce qui est une normalité ailleurs, c'est-à-dire l'existence d'une nation française, par le concept de préférence nationale. Mais normalement, si nous étions une nation normale comme toutes les autres, la préférence nationale serait incluse dans le concept de nation. Donc en fait, moi c'est ça qui me scandalise. C'est pas la notion de préférence nationale qui est scandaleuse. C'est le fait qu'on ait besoin de préciser qu'un citoyen dans son propre pays doit être préféré à l'étranger. Si on en est là, c'est que c'est grave. Je crois que ça a été faussé, Jean Messia, par le fait que cette préférence nationale, ça a été un discours qui a été appropriée uniquement par l'extrême droite. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est toujours, enfin en tout cas peut-être moins maintenant, mais mal perçue. Parce que finalement, à part le Rassemblement national, on va dire la droite nationale, il y avait qu'eux qui parlaient de ce thème. Mais personne ne s'en emparait. La gauche, certainement pas, le centre, certainement pas. Un peu les LR. Monsieur Benzaken, mais comme tout le reste, enfin, qui arborait le drapeau français dans les années 80 et 90 ? Qui chantait la Marseillaise dans les années 80 et 90 ? Moi, je me souviens avoir grandi dans les années 80, à l'époque de Touche pas à mon pote et de la gauche triomphante. Le simple fait d'avoir un drapeau français, vous êtes-vous un nazi ? Bon, dans les mythiques à l'époque du RPR, où on chantait quand même le Marseillaise, c'est à gauche. C'est Ségolène Royal qui a d'ailleurs réintroduit la Marseillaise dans les meetings. Mais c'est vrai que jusqu'avant, ça ne l'était pas. Mais dans les meetings ? Dans les meetings, mais le RPR, ils ont toujours chanté. Dans les meetings ? Mais si vous faisiez ça, je sais pas, à l'occasion d'un anniversaire ou dans un pub ou je sais pas quoi, vous étiez presque un corps franc. On tolère le drapeau français au moment des matchs de foot, par exemple, mais pas en dehors de... Ça a un peu changé, Dieu merci. Mais moi, je vous parle de l'époque du gaucho-progressisme et de l'euromondialisme triomphant. Le simple fait d'arborer un signe d'appartenance à la France, quelle que soit d'ailleurs votre couleur de peau, faisait de vous un type d'extrême droite. Donc en fait, la question, c'est que on revient au thème que vous avez abordé en exergue à ce débat, c'est-à-dire que progressivement, on a qualifié d'extrême droite ceux qui entendaient faire en sorte que la France ne disparaisse pas. Et donc, ils se sont très rapidement trouvés comme étant les gardiens de l'idée nationale française, de l'identité française, qui, n'en déplaise à l'idéologie dominante, existe. La preuve, c'est que je l'ai rencontré. Alors, Jean Messia, puisqu'on a parlé d'immigration, vous êtes pas nombreux dans le paysage public. 2, très exactement. Vous et Éric Zemmour à dire des choses que même Marine Le Pen ne dit pas, puisque vous avez débattu avec elle à la télévision, je crois que c'était, il me semble, à TPMP, où, contrairement à elle, vous et Éric Zemmour, vous dites qu'il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Pour vous, c'est la même chose. Alors, ça vous vaut d'abord d'être taxé d'islamophobe, de raciste, mais moi, ce qui m'intéresse là ce soir, c'est de vous entendre argumenter sur pourquoi l'islam et l'islamisme, c'est pour vous la même chose. Alors, évidemment que ce débat est un débat théorique. C'est-à-dire que sur le plan théologique, si on se place sur le plan théologique, une pratique, littérale de l'islam, c'est l'islamisme. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut comprendre que le mot islamisme, et pour être arabisant, je vous le dis, le mot islamisme n'existe pas dans la langue arabe.
Ça veut rien dire. Le mot islamisme est un néologisme fabriqué par les Occidentaux pour protéger en quelque sorte l'islam de sa frange rigoriste. Mais en réalité, le monde arabo-musulman ne sait pas ce qu'est l'islamisme, ça ne veut rien dire. D'accord ? Maintenant, le problème, c'est que un être humain ne se résume pas à sa religion. Qu'il soit juif, chrétien, musulman, personne ne se résume et ne s'essentialise par rapport à sa religion. Donc, vous avez effectivement des musulmans qui ont une pratique qui n'est pas ni une pratique littérale, ni une pratique rigoriste de l'islam. Donc, pour ces musulmans-là, si on parle des musulmans, c'est-à-dire des pratiquants, ce n'est pas des islamistes. Ils peuvent être musulmans, mais pas islamistes. Par contre, quand on dit islam et islamisme, nous parlons, je dirais, d'un débat théologique, d'un débat dogmatique qui n'a rien à voir avec les pratiques religieuses. Vous comprenez ? Je discutais avec un prêtre orthodoxe. Je lui disais, mais finalement, alors pour le provoquer, je lui disais, mais vous avez aussi des chrétiens, enfin on a aussi des chrétiens orthodoxes intégristes, ou des chrétiens intégristes. Il m'a répondu une phrase assez amusante. Il m'a dit la seule différence, c'est qu'un chrétien intégriste, c'est quelqu'un qui descend dans la rue et qui se met à embrasser tout le monde. Donc moi, si vous voulez, en disant que l'islamisme, c'est l'islam intégral ou l'islam dans sa totalité, je n'incrimine évidemment pas derrière la communauté des croyants musulmans, qui, eux, c'est plusieurs nuances de gris, comme dans toutes les religions. Vous avez des juifs orthodoxes, par exemple, des haradis, mais vous avez les juifs de Tel Aviv qui ont une autre vision du judaïsme. Dans le christianisme, c'est la même chose. Vous avez des chrétiens qui appliquent la religion à la lettre, qui peuvent même en rentrer dans les ordres, devenir prêtres, moines, etc. Et vous avez des gens qui vivent leur christianisme tranquillement. Donc, en disant cela, on n'est pas en train d'englober ou de globaliser les êtres humains. Mais vous faites le distinguo, vous, très clairement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, vous faites le distinguo très clairement entre les musulmans modérés et les extrémistes musulmans. En fait, c'est une question de degré de pratique. C'est tout. Ma question n'était pas là. Moi, c'était sur le plan théologique. Sur le plan théologique, vous dites qu'il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Qu'il y ait des musulmans modérés. Le pape, par exemple, nous dit que la contraception, c'est interdit. 98% des catholiques, des jeunes catholiques dans le monde, utilisent le préservatif. Ça ne veut pas dire que le christianisme autorise le préservatif. On est d'accord. Mais quand vous dites que l'islam et l'islamisme... Alors, en fait, on combat quoi ? Quand vous combattez cette immigration arabo-musulmane dont vous dites qu'elle est quasi inintégrable, quand vous dites que vous menez un combat contre l'islam et que l'islamisme c'est la même chose, alors à quel islam vous vous référez ? Islam vous vous référez ? À quelle école de pensée juridique vous basez ? Le problème, si vous voulez, c'est que aujourd'hui en France, moi je considère que l'islam de France aujourd'hui est aux mains des frères musulmans. Et les frères musulmans, ils ont quand même une vision de l'islam qui est très loin d'être partagé par tous les musulmans. Les frères musulmans, il faut le rappeler, sont classés comme organisation terroriste en Égypte, aux Émirats arabes unis, qui ne sont pas connus pour être des pays christiano-sionistes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils classent cette idéologie-là comme une idéologie dangereuse. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, en France, l'islam est travaillé et pétri par l'idéologie des frères musulmans qui donne effectivement tout ce que vous voyez sur TikTok et plus particulièrement dans la jeunesse. Donc cette idéologie-là, c'est une sorte de suprémacisme islamique. C'est-à-dire que le musulman est musulman, mais l'idéologie des frères musulmans dit l'islam doit être conquérant, c'est l'islam politique. La question sempiternelle, c'est est-ce que si on coupe l'islam de sa vision politique, sociale et sociétale, est-ce que ça reste l'islam ? Certains musulmans vous disent oui, on peut avoir une pratique exclusivement spirituelle de l'islam, et dans ce cas-là, ces musulmans-là sont compatibles avec la République, mais vous avez d'autres musulmans qui vous disent non, l'islam doit être pris intégralement, on ne doit pas être pris du tout. Et là, ça pose un problème. Alors si, imaginons, vous êtes...
pour X raisons, vous arrivez au pouvoir. Comment vous faites le distinguo entre ces musulmans-là, ceux qui se détachent de l'aspect politique de l'islam et ceux qui, au contraire, la revendiquent? C'est-à-dire que vous arrivez au pouvoir, vous allez faire le tri. Comment vous faites le tri avec ces musulmans-là? Le problème, si vous voulez, avec les mosquées, celles qui sont imprégnées de salafisme, celles qui ne le sont pas. On pose... alors, plusieurs réponses à votre question. La grande erreur, si vous voulez, des élites françaises, c'est de considérer que l'islam, c'est une sorte de nouveau christianisme qui, comme par le passé, eh bien, va être mis au pas, comme le catholicisme en son temps l'a été. Cette vision est totalement erronée. Parce que, d'abord, l'islam n'est pas le christianisme. Si on reste sur le terrain théologique, quand on connaît ce qu'a été l'histoire de Jésus et qu'on a lu les évangiles, on ne peut pas exactement dire que c'est la même histoire que Mahomet et que le Coran. Je veux dire, dans un cas, c'est une religion de paix et d'amour, au sens strict. Dans l'autre cas, c'est plutôt une religion de conquête et d'asservissement. Le prophète Mahomet a été un chef de guerre. L'islam ne s'est pas propagé juste par la parole et par le prêche. Il s'est propagé aussi au fil de l'épée, vous comprenez. Le Coran, il y a des sourates qui sont Jean-Messia, pardonnez-moi, sur le christianisme, il y a quand même quelques siècles de crimes contre l'humanité commis au nom de l'Église catholique. Je connais cet argument, mais... ce sont des faits historiques. Et attendez. J'ajoute à ça que dans les évangiles, quand on parle de Jésus qui se rend sur le mont du temple et à coups de fouet, il chasse les marchands du temple, c'est une vision que Hitler revendique. Hitler a revendiqué cet aspect-là de cette personnalité de Jésus, cette personnalité de Jésus, elle a plu fortement à Hitler. Non, mais ça c'est, vous savez, non, je ne suis pas d'accord avec ça. D'abord, quand Jésus a fait ça... C'est Hitler qui l'a dit. Oui, mais enfin, Hitler a commis des massacres, on n'est pas obligé de l'applaudir. Ce que je veux dire, c'est que cette personnalité de Jésus lui a plu. Oui, mais attendez, Jésus est né dans une famille juive. On a même dit que certains historiens considèrent même que c'était un rabbin parmi les autres. Bon. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il faut souligner. La deuxième chose, c'est que Jésus, dans son époque, a lutté contre un certain nombre d'excès de certains juifs, pas de tous les juifs, mais de ceux qui faisaient commerce, notamment dans ce qu'il appelait la maison de Dieu. Bon, on peut avoir l'avis que vous voulez là-dessus, mais moi je considère qu'il y a quand même une différence entre les massacres les massacres faits par des gens au nom du christianisme. Vous serez bien en peine de trouver dans les évangiles de quoi justifier les massacres que certains ont commis au nom du christianisme. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les évangiles de quoi alimenter des massacres. Quand vous avez dans les évangiles Jésus qui dit « aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent », c'est pas exactement la vision que nous avons dans le Coran. Bon, il a dit aussi qu'il fallait passer au fil de l'épée ceux qui ne respectaient pas la loi. Pas du tout, non. Ah si, dans les évangiles, c'est écrit. Non. Dans les non, c'est écrit. Non. Passer au fil de l'épée ceux qui ne respectaient pas. Mais bon, le débat, c'est pas trop là-dessus. Oui, mais c'est pas. Je vous trouve un peu tendre avec cette partie-là. D'ailleurs, si il y a eu une réforme avec Vatican II, avec l'aggiornamento, c'est bien parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de crimes, et notamment contre les communautés juives, qui ont été commis par l'Église catholique. Mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ça a tout à voir avec la politique et l'instrumentalisation du christianisme et des évangiles que du message évangélique lui-même. Vous ne tournez pas une seule feuille des évangiles sans qu'il y ait quand même une accusation antisémite. Le peuple déicide, le juif... C'est pas dans les évangiles. C'était dans les évangiles. C'est pas dans les évangiles. Pas dans les quatre. Dans deux non, des quatre, je vous assure que c'est pas dedans. Ce sera pas le débat là. Vous savez, alors juste pour terminer sur cette question, la grande différence, si vous voulez, entre la violence qui peut être dans la Torah ou même dans les évangiles, même l'épisode que vous relevez du temple. La grande différence entre ces violences-là et la violence du Coran, c'est que la violence de la Torah, comme la violence dans les évangiles, ce sont des violences descriptives. C'est-à-dire, on vous décrit un épisode de violence. Quand vous avez dans la Torah le peuple d'Israël qui massacre les habitants de Jéricho, etc., c'est de l'histoire. Comprenez? Quand Jésus procède ainsi avec les marchands du temple, c'est un épisode. Mais à aucun moment, ni dans la Torah, ni dans les évangiles, Dieu commande aux croyants de massacrer en disant faites pareil. Alors que
Dans l'islam, oui. Dans les Corans, dans le Coran, vous avez un certain nombre de sourates qui commandent. Donc c'est une violence prescriptive et non plus seulement descriptive. Ça, c'est la quintessence de la différence entre les trois religions. Oui, parce qu'elle est officiellement reconnue. Donc concrètement, vous arrivez au pouvoir, vous faites partie d'un gouvernement si vous devez revenir en politique. Comment concrètement vous luttez contre cet islamisme? Quand une femme se balade dans la rue avec son voile, est-ce qu'elle est islamiste ou est-ce qu'elle ne l'est pas? C'est toute la question. Et comment vous allez faire le distinguo? Vous avez déjà débattu avec des femmes sur des plateaux télé qui portaient le voile. Elles avaient l'air tout sauf soumises. Elles portaient le voile de leur plein gré. Alors, comment vous allez distinguer la mère de ce militaire qui avait été assassiné par Mohamed Merah? Elle porte le voile. On ne peut pas l'accuser d'être islamiste quand on sait que son fils a été tué par Mohamed Merah. Donc, comment vous allez faire le distinguo si vous arrivez au pouvoir entre, j'ai envie de dire, les bons et les mauvais musulmans, entre l'islam et l'islamisme? Moi, en fait, c'est dans la pratique. Moi, je serais, en fait. Vous êtes pour l'interdiction du voile islamique? Je ne serais pas. Enfin, si je me mets dans votre scénario fictif à ce stade, si je suis président de la République, je ne serai pas président des musulmans et je ne serai pas un théologien musulman. Par contre, je serai président de la France. Donc, un président de la France, il lui appartient de définir ce qu'est la France. C'est sûr qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit à des populations qui ont une identité très forte, parfois exacerbée, en prétendant que nous-mêmes, nous n'avons pas d'identité. Donc, en fait, ça commence par définir qui nous sommes. Qu'est-ce que l'identité française? Ou en tout cas, qu'est-ce que n'est pas l'identité française? Donc, évidemment, moi, je considère, par exemple, que le voile islamique n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais un emblème français. Donc, il n'est pas question de l'interdire dans la rue, parce qu'on ne peut pas mettre des flics partout, mais entre ne pas l'interdire du tout et l'interdire dans la rue, il y a quand même, je dirais, des mesures assez simples à prendre. Déjà, si vous interdisez le voile islamique dans tous les bâtiments qui portent le drapeau français, c'est-à-dire l'hôpital, les préfectures, les mairies, les universités, les écoles, vous voyez, c'est déjà un bon début. Ça fera réfléchir quand même à la CAF. On va vous rebaptiser. C'est plus le roi du silence, c'est le roi du rire. Voilà. Donc, si vous voulez, déjà... Alors, Jean Messia, je vais rebondir là-dessus. Si on prend... Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en fait... Est-ce que, par exemple... La France doit mettre un cran d'arrêt identitaire systématique à toute forme de revendication alter-identitaire. Je veux une salle de prière dans mon entreprise? Non. Okay. Je veux pouvoir entrer en voile à l'hôpital? Non. Okay. Je veux que ma femme soit examinée par un médecin femme? Non. Ok, revenons sur le voile islamique. Est-ce que pour le coup, du coup, vous êtes contre le port de la kippa? Non, parce que je considère que c'est pas la même chose. N'en déplaise à certains, alors je sais qu'on va me taxer de faire la discrimination. De la discrimination, etc. En fait, la différence, si vous voulez, c'est que le voile islamique n'est pas un bout de tissu, c'est un bout de charia. Et qu'est-ce que la charia? La charia, c'est la loi islamique qui non seulement s'impose aux musulmans, mais que certains musulmans suprémacistes, comme les frères musulmans, veulent voir imposer. Donc le voile islamique pour les frères musulmans, je ne parle pas évidemment des musulmanes qui sont dans la campagne ou le Rif, qui, elles, portent ça, parce que voilà, c'est la coutume ancestrale. Mais quand on est dans un pays qui n'est pas musulman, et qu'on arbore ostensiblement des signes religieux, ce sont des étendards religieux qui visent à conquérir, au moins visuellement, l'espace public. Donc en fait, derrière, c'est ça la différence, c'est que derrière le voile, il y a une idéologie de conquête et d'occupation de l'espace public. Alors que je ne crois pas que derrière la kippa, d'abord parce que le judaïsme n'est pas une religion prosélyte à la base, contrairement à l'islam, derrière la kippa, il n'y a pas des gens qui veulent imposer la kippa aux autres. Enfin, il n'y a pas de projet politique de kippapisation de la France. Ouais. Alors, Jean Messia, puisque vous parlez de ça, vous êtes sur un média juif devant un public qui est essentiellement juif. Aujourd'hui, le gros malaise pour les juifs de France, c'est que vous avez l'extrême gauche
qui s'en prend physiquement aux Juifs, l'islamo-gauchisme qui s'en prend physiquement aux Juifs, au point même d'en arriver à des drames où il y a des gens qui se sont tués. Et de l'autre côté, alors je voudrais connaître votre avis là-dessus, vous venez de le dire pour la kippa, mais je ne suis pas sûr que tout le monde du côté du Rassemblement national, ou même peut-être de Reconquête, vous allez nous le dire, pense la même chose que vous sur le port de la kippa. Et vous avez donc par conséquent des Juifs en France qui se disent, on a l'islamo-gauchisme qui nous agresse physiquement, qui nous tue physiquement. Et de l'autre côté, vous avez l'extrême droite qui, on entend dire, encore Jordan Bardella et d'autres, qui sont contre, par exemple, la circoncision, contre le port de la kippa dans la rue. Peut-être qu'on va mettre en cause demain l'abattage cachère. Et donc, du coup, les Juifs sont dans une situation où on se dit, d'un côté, on les tue physiquement, et de l'autre côté, on les protège peut-être physiquement par rapport à tout ce qui se passe et la montée de l'intégrisme, mais on cherche à les tuer allégoriquement, j'ai envie de dire presque spirituellement. Et légitimement, vous avez le Juif en France qui se dit ma place n'est plus là. Et vous avez, depuis d'ailleurs le 7 octobre, 430% d'augmentation de la LIA en France, en Israël, parce que les Juifs ne se sentent plus ici chez eux. Quelle est la position de Reconquête et du Rassemblement national là-dessus? Moi, je suis pas le porte-parole ni de Reconquête ni du Rassemblement national, mais je vais vous parler à titre comme vous l'avez été, comme vous l'avez été. Aujourd'hui, je parle en mon nom propre. Et déjà. Sur la circoncision, je vois pas comment on peut empêcher ça. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Je veux dire, je comprends pas. Ils vous disent qu'un enfant à 8 jours, il n'est pas conscient de ce qu'on va lui faire. Et qu'il faut oui, mais alors, moi, je vous donne les. D'accord. Ce que disent les gens justement du camp national, du Rassemblement national. Ah oui, donc un enfant à 12 ans, il est suffisamment mature pour savoir que c'est pas un mec, que c'est une fille. Ça, c'est autre chose. Donc en fait, il est assez mûr pour savoir qu'il a une dysphorie de genre. Mais non, mais ça, c'est un autre débat. C'est la même chose. Non, mais c'est ça. Donc ça, on est d'accord. Et puis ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous rappelle quand même que la circoncision n'est pas que juive. Vous avez dans le monde arabe, tout le monde est circoncis. Aux États-Unis, c'est une pratique qui se fait aussi. Donc ça, c'est un argument qui ne tient pas la route. Ni sur le plan médical, ni sur le plan religieux. Quand vous étiez au Rassemblement national ou à Reconquête, est-ce que vous avez essayé de les infléchir sur ces positions-là? En vérité, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Mais il est clair, encore une fois, et je répète, que l'islam politique n'est pas qu'une religion, c'est une religion qui veut imposer ce qu'elle est aux autres. Et l'islam politique considère que tout ce qui n'est pas lui doit être annihilé. Je ne crois pas que ça soit qu'on ait une idéologie comparable ni dans le judaïsme, ni dans le christianisme. Même si le christianisme est une religion qui peut être une religion prosélyte, c'est une religion prosélyte par le verbe. D'ailleurs, la première phrase de l'évangile, c'est « au début était le verbe ». Et le verbe s'est fait chair. Donc, la religion chrétienne est une religion de la conviction par la parole, de la conversion par la parole. On appelle ça les prêcheurs. Bon, l'islam, c'est la parole au début, mais si ça ne marche pas, c'est l'épée. C'est d'ailleurs l'histoire de Mahomet. Au début, il prêchait. Quand il a vu que les gens ne se convertissaient pas avec le prêche, ça a été la coercition. Et toute proportion gardée, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, en France. Mais, si vous voulez, le problème, c'est que en face, il y a quoi? Parce que on ne peut pas, d'un côté, importer des millions de musulmans depuis une quarantaine d'années et finalement les empêcher d'être ce qu'ils sont, y compris parfois dans leur fanatisme. La meilleure solution, c'est d'arrêter cette immigration massive et d'imposer, encore une fois, l'identité française de manière claire, de se définir comme français, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas en tant que français. Vous savez, le grand tort des gauchos-progressistes, c'est de dire « Ah, il faut que les musulmans et les immigrés, de manière générale, respectent les valeurs de la République ». Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est les valeurs de la République? Est-ce que quelqu'un les a jamais définies? Moi, je ne sais pas ce que c'est les valeurs de la République. Et on ne combat pas une identité forte, qui plus est, avec un régime politique ou une institution. Une identité se combat avec une autre identité. Donc le cran d'arrêt que l'on met aux revendications alter-identitaires, c'est sa propre identité.
Donc on ne combat pas l'islam radical avec la République, on combat l'islam radical avec la France. Mais est-ce qu'on peut encore dire ça aujourd'hui sans se faire traiter d'extrême droite? Bien, on a compris, donc, Jean Messia, à travers vos propos, que vous considérez que les musulmans, enfin, en tout cas une grande partie de cette immigration musulmane est inintégrable. On va en terminer là-dessus, juste avec une dernière question au sujet de ce qui avait secoué aussi la présidentielle. C'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'à partir du moment où les musulmans ont une pratique de l'islam qui est purement spirituelle, c'est-à-dire uniquement dans la verticalité religieuse, d'ailleurs, je vous rappelle quand même qu'au départ, le judaïsme, en fait, le judaïsme, est dans sa pratique, il est assez proche de l'islam, finalement. D'ailleurs, l'islam s'est beaucoup inspiré des textes hébraïques et de la pratique hébraïque. Donc, pourquoi le judaïsme est aujourd'hui compatible avec la République française? Parce qu'en fait, Napoléon, en créant le Sanhédrin, après qu'il ait disparu plus de 2000 ans avant, eh bien, il a passé un deal, ce qu'on appelle un concordat, avec le judaïsme, pour dire, voilà, vous aurez tout en tant qu'individu, en tant que citoyen, mais rien en tant que peuple. Et donc, les juifs français, depuis plus de 2 siècles, eh bien, sont devenus des citoyens français à part entière parce qu'ils ont renoncé aux codes sociaux, politiques, parce que vous avez par exemple des règles dans le judaïsme comme dans l'islam, d'ailleurs vous avez les règles de l'héritage, les règles du mariage, les règles, enfin des règles qui régissent les relations entre les hommes et les femmes. Tout ça, c'est fait pour organiser une société. Or, la société française, elle n'est pas juive à la base. Et elle n'est pas musulmane aujourd'hui non plus. Donc en fait, il faudrait, si on veut se donner le moyen de faire, en fait, de rendre l'islam compatible avec la République, il faut réfléchir à un concordat comme celui que Napoléon avait passé avec les Juifs en leur temps, en disant « vous serez considérés comme pleinement citoyens, mais à la condition que vous respectiez ce qu'est la France. » Alors finalement, qu'est-ce qui manque en France? Qu'est-ce qui pose problème? Il manque un Napoléon? Ou alors c'est la population en elle-même qui pose problème et qu'on ne peut pas forcément comparer avec les Juifs qui, eux, ont su parfaitement s'adapter à ce que Napoléon a voulu leur imposer. Ce qui est sûr, c'est que ces 40 dernières années, nous avons eu beaucoup de Napoléon, mais pas un seul Napoléon. Bon, donc on attend cette lettre avec impatience. Bon, ça arrivera peut-être. Jean Messia, on va conclure sur ce chapitre de l'immigration. On y est resté assez longtemps. On va venir un petit peu aujourd'hui. On va maintenant venir, si vous le voulez bien, à ce qui s'est passé un petit peu en Israël, puisqu'au lendemain du 7 octobre, on a parlé d'un 11 septembre israélien. Et à l'époque, lorsque les Twin Towers étaient tombés, les États-Unis, eux, avaient pu agir avec leur propre puissance, en tenant compte d'abord de leurs seuls intérêts et des seules considérations de leur légitime défense. Et on a cru qu'Israël jouirait de ce même soutien du monde occidental. On a entendu parler de cette coalition anti-Hamas de Macron, monument aux couleurs d'Israël. Or, au fil des jours, ce soutien s'est étiolé au fur et à mesure que les premières images de Gaza arrivaient au point de faire pression sur Israël aujourd'hui pour un cessez-le-feu quasi inconditionnel. Pourquoi, Jean Messia, dès qu'il s'agit d'Israël, il y a ce 2 poids et 2 mesures quant à son droit à appliquer la légitime défense? Je crois que votre constat, il n'est pas général. C'est-à-dire tous les pays ne réagissent pas comme ça. La France réagit comme ça à raison de la taille de sa population arabo-afro-musulmane qui a évidemment un impact significatif sur la position de la France vis-à-vis de l'étranger. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique étrangère de la France, elle se fait aujourd'hui à la corbeille de ce qui se passe à l'intérieur, pour paraphraser une phrase du général de Gaulle. Je ne crois pas, par exemple, que si vous posez la question aux dirigeants hongrois, aux dirigeants polonais ou aux dirigeants tchèques, dont les pays n'ont qu'une communauté musulmane invisible à l'œil nu, vont réagir de la même manière que Emmanuel Macron.
Mais aux États-Unis, il y a un soutien américain qui est incontestable. Par exemple. Mais incontestable. Enfin, il n'est pas le même que si Trump avait été au pouvoir. On voit aujourd'hui que Biden est bien embêté avec ce qui se passe en Israël et il a tendance un peu à faire pression sur Israël. Donc il n'y a pas que la France. Mais la voix de la France, elle compte pour pas grand-chose, si vous me le permettez, par rapport à ce qui se passe en Israël. Mais on voit que les États-Unis, par exemple, sont en train de mettre un peu pression sur Israël parce qu'ils estiment qu'il y a un petit peu trop de morts dans la bande de Gaza. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre, Kaboul a été rasé. On ne se posait pas la question de savoir combien de civils afghans avaient été tués. Et dernièrement, vous avez le ministre des Affaires étrangères britannique qui vient de dire que Israël ne respectait pas le droit international et il a parlé d'un potentiel génocide. Et je ne vous parle pas de ce qui se dit à l'ONU avec les ONG. Donc là, on revient sur la France. Il n'y a pas que la France, mais le monde occidental ne semble pas soutenir aujourd'hui Israël pleinement, comme ça l'a été au lendemain du 7 octobre ou lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre. Vous savez, moi, quand je regarde les événements et quand j'ai regardé l'abominable pogrom qui s'est déroulé en Israël le 7 octobre, moi, ma réaction, elle n'est rien d'autre que française, en fait. Moi, contrairement à ce qu'on dit, je ne suis affilié à personne, je suis ni juif, ni musulman, et je regarde ça avec uniquement mes yeux de français. Qu'est-ce que mes yeux de français me disent quand je vois ce conflit ? Le Hamas, c'est un groupe terroriste dont l'idéologie est celle des frères musulmans. La branche politique du Hamas, ce sont les frères musulmans. Bon. L'idéologie qui a tué en Israël le 7 octobre a tué des centaines de mes concitoyens français et en a blessé des milliers d'autres ces dernières décennies. Donc, selon une maxime assez populaire, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, Israël se fait attaquer par la même idéologie qui a frappé en France, au nom de quoi je vais soutenir cette idéologie-là. Je soutiens évidemment ceux qui, comme mon propre pays, ont été victimes de cette idéologie et de ce terrorisme. Ça paraît clair. Et je considère, et je pèse mes mots, que tous ceux qui, par rapport à ce qui s'est passé en France ces dernières décennies, et par rapport aux centaines de victimes de l'islam politique et du terrorisme islamique, tous ceux qui soutiennent de près ou de loin, directement ou indirectement, le Hamas en France, doivent être considérés comme des traîtres à la France. Il faut applaudir, là, normalement. Donc, alors, la deuxième chose, c'est que on nous dit, ah oui, mais la réaction militaire d'Israël devait être un petit peu plus mesurée et ciblée. Et en fait, ce qu'on critique, c'est le côté bombardement indistinct avec des pertes civiles, etc. Vous savez, le Hamas est un groupe totalitaire. C'est une idéologie totalitaire. Qu'est-ce que ça veut dire totalitaire ? C'est-à-dire que c'est une idéologie et c'est un groupe qui irrigue la bande de Gaza jusqu'à ses extrémités les plus avancées. Donc c'est pas comme si on avait un groupe terroriste qui s'appelait le Hamas qui était localisé dans un endroit et puis le reste de la population palestinienne qui était dans un autre endroit, et là on pourrait dire bombardons là où il y a le Hamas et puis ne touchons pas aux civils. C'est pas comme ça. C'est exactement comme si on avait dit pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a qu'à bombarder les nazis mais laisser les Allemands tranquilles. Vous faites comment ? Donc il est clair que lorsque vous avez un gouvernement totalitaire qui embrigade dès leur plus jeune âge les enfants, exactement comme le faisait le NSDAP en son temps, les jeunesses hitlériennes, etc., il y a les jeunesses du Hamas. On les entraîne à égorger leur ours en peluche, à 12 ans, on les entraîne à manipuler les armes. Donc tout ça, c'est une organisation militaire de la société.
c'est une société amassisée, jusqu'à la moelle. Il n'y a pas d'indépendance où on pourrait cibler, etc. J'ajoute que si, et là c'est encore factuel, c'est pas du tout pour prendre parti dans le conflit, parce qu'encore une fois, je ne suis pas israélien, je ne suis pas juif, je ne suis pas musulman, j'ai aucun intérêt et personne ne me paye pour dire ce que je dis. Je dis les choses de manière indépendante. Si Israël avait voulu être un pays vengeur, à l'ire, comment dirais-je, incandescente et immédiate, il y a eu des attentats le 7 octobre, le 10, on aurait dû avoir des bombardements. C'est pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, moi-même, j'étais sur les plateaux de télé à ce moment-là, et chaque jour, les gens se posaient la question de savoir quand est-ce que ça allait commencer. Beaucoup de gens étaient là à dire, mais quand est-ce qu'Israël va rentrer dans Gaza? Quand est-ce que les bombardements vont commencer? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Alors, il y a évidemment le côté militaire israélien, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas parce qu'il faut planifier les choses, etc. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi l'idée que Israël a prévenu. Elle prévient les civils, les immeubles, etc. Quelle autre armée fait ça? Donc, alors, je dirais que on nous dit, et peut-être que je vais empiéter sur le sujet suivant, mais on nous dit, ah oui, mais la meilleure manière de créer de nouvelles générations de terroristes et d'islamistes, c'est de procéder comme Israël fait, c'est-à-dire en bombardant. Ben, pas vraiment, non. Quand on a bombardé l'Allemagne nazie à coups de bombes de 10 000 kilos et qu'il y a eu les bombardements de Nuremberg, de Dresde, de Berlin, ben, en 1945, l'Allemagne a été terrassée. Il n'y a pas eu de nouvelles générations de nazis qui ont émergé après 1945. Donc ce n'est pas non plus une fatalité. On peut détruire une idéologie, une tyrannie totalement sans la voir réapparaître. Et l'histoire regorge d'idéologies monstrueuses qui ont été terrassées sans qu'elles ne soient renouvelées. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas là. Après on me dit, ah oui, mais ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, c'est un acte de résistance. Et on m'oppose, on me dit, mais attendez, est-ce que vous oseriez critiquer la résistance française au nazisme entre 40 et 44? Mais attendez, il ne me semble pas que les résistants français, d'ailleurs, salir les forces françaises libres et les forces françaises de l'intérieur de la sorte est une ignominie antinationale profonde. Depuis quand les forces françaises libres ou les forces françaises de l'intérieur ont massacré des enfants, ou éventré des femmes, ou brûlé vives des victimes, ou rafalé des gens qui n'avaient rien fait? Enfin, les forces françaises de l'intérieur et les forces françaises libres s'en prenaient à des soldats, à des SS, à des gens de la Wehrmacht, à des gens de la Gestapo. C'est des militaires. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'il ne me semble pas que la France soit historiquement un pays allemand. Donc les Allemands étaient bien des occupants à ce moment-là. Or, on ne peut pas dire la même chose d'Israël. C'est des tracteurs, oui. Parce que, Jean Messia, là, vous parlez de l'islamisation de la société palestinienne qui s'est hamassisée. Israël est présenté par un grand nombre de ses détracteurs comme un État colonisateur, occupant, menant une politique d'apartheid. Et donc, par conséquent, on peut légitimement se poser la question, est-ce que vous croyez à une solution à deux États et de vivre en paix avec des populations qui nazifient Israël? Est-ce que vous croyez, vous, à cette solution à deux États quand on entend les propos qui sont tenus par les dirigeants du Hamas, ou même sans parler des dirigeants du Hamas, Mahmoud Abbas, qui est présenté comme un modéré, c'est quand même quelqu'un qui a écrit une thèse et qui a récidivé sur le révisionnisme. Bon, je veux dire, Israël n'a pas vraiment d'interlocuteur. Par conséquent, comment on peut arriver à la paix? Comment on peut cohabiter avec un peuple palestinien qui est éduqué à la haine du juif? Moi, je ne crois pas qu'il n'y aura jamais une solution à deux États. Je n'y crois tout simplement pas, c'est pas possible. C'est encore moins possible aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Et c'est tous les jours un peu moins possible. D'abord parce que Israël, il y a quand même des colonies qui se sont installées en Cisjordanie, enfin en Judée-Samarie. Donc déjà, territorialement et géographiquement, un État palestinien ne peut pas émerger à supposer que ce soit le cas. Mais moi, j'ai une analyse un peu plus historique de la chose. En 1947, il y a eu le plan de partage de l'ONU qui accordait 43% de la terre aux Arabes et 57%
aux Juifs. Les Arabes, à ce moment-là, auraient pu prendre les 43%, ériger un État palestinien et laisser à la négociation, s'ils estimaient que le partage était injuste, laisser à la négociation avec un État israélien aux côtés duquel ils auraient vécu en paix, eh bien peut-être une négociation qui permettait de grappiller 2 ou 3% de territoire en plus pour faire en sorte que le partage soit conforme à une forme d'équité. Quand vous parlez de ce pourcentage, vous ne tenez pas compte du fait que la Jordanie était palestinienne, c'était une province de Palestine. Non, mais ça, alors, je ne vais même pas parler de ça parce que ça, c'est encore un argument. C'est important parce que la province de Palestine comprenait aussi la Jordanie. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'Arabes palestiniens en Jordanie. Donc en fait, c'est pas 53% de la terre de la Palestine qui a été donnée aux Juifs, mais beaucoup moins, puisque si on prend en compte la Jordanie, en vérité, c'est une minorité, c'est pas grand-chose qui a été donné. Non, mais ça, vous avez tout à fait raison, mais vous apportez de l'eau à mon moulin. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Arabes palestiniens ont dit « Nous, on ne veut pas de Juifs sur cette terre, et par la guerre, nous allons bouter le Juif à la mer et récupérer tous les territoires. » Bon. Ils ont mené la guerre en 48, aidés en cela par les autres pays arabes. Ils ont mené une guerre en 67, ils ont mené une guerre en 73, et ils ont même essayé de mener une guerre en 82, puisque la réplique de l'invasion israélienne du Liban, c'était aussi par rapport aux attaques des Fédaïnes en provenance du sud Liban. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais attendez, je termine mon raisonnement. Juste sur 67, parce que les détracteurs d'Israël disent qu'en 67, les hostilités, d'ailleurs, De Gaulle le disait, il ne soutiendrait pas Israël si les hostilités partaient du côté israélien. Mais c'est pas. En fait, le problème, si vous voulez, c'est que. Sur 67, c'est difficile justement là-dessus. D'ailleurs, pourquoi les territoires de 67 sont contestés par les instances internationales ? C'est justement parce que Israël a ouvert les hostilités. Non, pas du tout. Israël a ouvert les hostilités. Israël n'a pas ouvert les hostilités. Israël a répliqué aux attaques et au harcèlement des Fédaïnes envoyés à l'époque par Nasser, qui faisaient des incursions en territoire israélien, qui étaient souvent extrêmement meurtriers. Et donc Israël a réagi, effectivement, en allant à la source et en frappant l'Égypte de Nasser, qui envoyait ses soldats. D'ailleurs, à l'époque, ça va vous rappeler à l'actualité, moi je me souviens, parce que mes parents sont, comme vous le savez, je suis d'origine égyptienne, et mes parents me racontaient que le fils des voisins et le fils du voisin de ma tante, etc., étaient partis comme fédayines parce que le gouvernement égyptien à l'époque finançait ces fidayines et garantissait à leur famille un train de vie extrêmement honorable si leur fils mourait en martyr sur le sol israélien. Donc vous voyez, il y a quand même... Bon, moi je dis quelque chose... Il y a matière à discuter sur l'Égypte et sur la Syrie. Par contre, là où vous avez raison, et là c'est très clair, c'est que sur les territoires aujourd'hui de 67, la Jordanie est entrée en conflit au bout du 3e jour. Donc là, pour le coup, l'agression était jordanienne et les territoires aujourd'hui dits occupés sont issus d'une agression. Ce qui n'était peut-être pas tout à fait le cas pour la Syrie et pour l'Égypte. Permettez-moi c'est juste un point de détail que je voulais... Permettez-moi de ne pas rentrer dans ces détails. Moi, je dis quelque chose. Je dis, les Arabes ont choisi la guerre contre Israël. Ils ont choisi de régler le contentieux territorial par le conflit. 3 fois. Ils ont perdu. Donc, vae victis. Je veux dire, quand les armées arabo-musulmanes et turques, en l'occurrence, ont conquis Constantinople, et que désormais Constantinople est devenue Istanbul, et que la cathédrale Sainte-Sophie a été transformée en mosquée, si effectivement les conquêtes territoriales et les victoires ou les défaites des uns doivent être en permanence discutées, que les Turcs commencent par rendre Constantinople aux Arméniens et retransformer la mosquée en cathédrale Sainte-Sophie à nouveau, et là ils donneraient l'exemple pour que peut-être Israël fasse un geste. Pourquoi, lorsque, et c'est vraiment propre, enfin c'est pas propre au monde arabo-musulman d'ailleurs, pourquoi lorsque le monde arabo-musulman conquiert des territoires, les transforme, les islamise leur édifice, boute hors de leur territoire les minorités, pourquoi ça serait jamais contestable? Pourquoi on n'imaginerait pas, non, si on en est là, pourquoi on n'imaginerait pas deux pays sur le territoire égyptien, par exemple? Un pays chrétien et un pays musulman. Pourquoi les musulmans, ils ne laisseraient pas le sud de l'Égypte, par exemple, aux chrétiens? Pourquoi les Turcs ne feraient pas place
à tous les Arméniens et les chrétiens d'Orient qu'ils ont expulsés de Turquie en leur rendant les territoires qui étaient chrétiens avant 1453, date de la chute de l'Empire romain d'Orient. C'est invraisemblable. Donc, moi je dis que soit vous choisissez la voie du dialogue, si elle avait été choisie depuis le début, et si ils avaient érigé un État palestinien sur les territoires accordés à l'époque par le plan de partage, ben là, il y aurait eu matière à discussion. Peut-être qu'on en serait aujourd'hui autour d'une table en train de discuter, de savoir quel territoire peut-être peut revenir, ou quel petit bout de territoire pourrait revenir aux Palestiniens, etc. Mais là, on n'en est plus là, en fait. Et puis, je vais vous dire, je vais aller encore plus loin. Imaginez que les Arabes, à l'époque, avaient réussi l'objectif initial, c'est-à-dire à vaincre l'État d'Israël. Imaginez qu'aujourd'hui, à la place de l'État d'Israël, il y avait un État de Palestine. Et imaginez qu'à Gaza, on aurait eu un entassement de Juifs chassés de leur territoire. Est-ce que les mêmes aujourd'hui qui s'offusquent de la situation quand c'est des Arabes et musulmans se seraient offusqués si ça avait été des Juifs? C'est QFD. Bon, on peut dire que vous êtes sioniste, Jean Messia. Moi, vous savez, je suis un disciple de la réelle politique. C'est-à-dire que il faut toujours assumer ses choix. Soit vous conduisez une guerre, ce qu'on fait d'ailleurs, enfin, c'est quand même pas les arabo-musulmans et le monde arabo-musulman qui va nous donner des leçons en matière de conquête et du caractère définitif des conquêtes. Quand vous choisissez la voie de la conquête par la guerre, la seule manière, finalement, de faire en sorte de changer la donne sur le terrain, c'est la conquête et la guerre. Alors, mais si vous perdez la guerre, vous ne pouvez pas venir vous plaindre en disant ben, il faut négocier. En plus, on ne peut plus négocier parce que, si vous voulez, il faut avoir en tête que l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, n'a enlevé de sa charte constitutive la disparition et la destruction totale d'Israël qu'en 1988. C'est pas il y a 3 siècles, hein. C'est là. Et aujourd'hui, le Hamas, si on pose la question aux Palestiniens qui vivent dans les territoires, est-ce que vous êtes pour ou contre l'existence d'un État israélien aux côtés d'un État palestinien, je ne suis pas sûr qu'on ait une majorité qui dise « Ah oui, on veut qu'Israël reste et que nous, on ait notre État ». Ils disent « Non, l'objectif du Hamas, c'est de bouter les Juifs jusqu'au dernier à la mer ». Donc en fait, vous ne pouvez pas négocier avec des gens comme ça. Vous pouvez négocier avec quelqu'un qui reconnaît votre existence, qui vous reconnaît votre droit à la vie. Mais quelqu'un dont le seul objectif est de vous tuer, bah, votre seule négociation, bah, c'est de l'éliminer avant qu'il vous élimine. Finalement, Jean Messia, est-ce que la seule solution à ce problème qui paraît inextricable, c'est qu'il y ait peut-être dans l'islam, comme ça l'a été avec le christianisme, c'est un aggiornamento tout simplement, puisque la cause arabe, elle est depuis très longtemps, même depuis 14 siècles, elle est islamisée, et que finalement la seule solution à ça, c'est que l'islam revisite la lecture de ces textes, et d'extraire toute cette partie-là, puisque le monde musulman est divisé en 2 parties, le monde de la guerre et le monde de l'islam, et que tout ce qui n'est pas monde musulman est considéré comme monde de la guerre. Donc Israël fait partie de ce monde de la guerre, c'est un territoire qui doit être reconquis puisqu'il a été sous domination musulmane. Est-ce que finalement l'espoir, et on l'a peut-être entrevu avec les accords d'Abraham où certains pays ont signé des accords de paix avec Israël, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite l'aurait sans doute emboîté le pas, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, l'Arabie saoudite, si Trump avait été réélu, certainement que l'Arabie saoudite aurait emboîté le pas. Est-ce que finalement le seul espoir de pacification de cette région, c'est un aggiornamento tout simplement de l'islam? Le problème, si vous voulez, c'est que dans le monde arabe, les pouvoirs ne sont pas démocratiques. Et donc, ils ne représentent pas finalement le peuple. Donc vous avez des pouvoirs qui, eux, ont bien compris que la seule issue, c'était la normalisation avec Israël. Mais en même temps, ils ne peuvent pas dire ça à leur peuple, puisque la rue arabe est frontalement et viscéralement anti-israélienne, pour ne pas dire antisémite. Et donc, on est dans ce paradoxe-là, si vous voulez. Et je dirais, c'est quand même invraisemblable que il n'y a dans le monde qu'un État juif. Petit. Le monde arabo-musulman est très étendu.
il y a des parties du monde qui ont été chrétiennes, qui aujourd'hui sont musulmanes, et personne ne conteste l'irréversibilité de cette islamisation. Pourquoi diable voudrait-on contester l'irréversibilité de la judéisation de l'État d'Israël? Alors, soit ils ont les moyens, parce que je peux vous dire que si autour ils avaient les moyens de faire la guerre à Israël et d'écraser Israël par la guerre, ils le feraient. Ils le feraient. Il ne faut pas se payer d'illusions. Mais ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils agissent à travers les pressions par l'ONU, etc. Le droit international. Le droit international, etc. Mais encore une fois, ce qui a été conquis par la guerre, et les arabo-musulmans sont les premiers à le savoir, ce qui a été conquis par la guerre ne peut être récupéré que par la guerre. Soit ils ont les moyens de faire la guerre, ils ont les moyens de vaincre et qu'ils nous le montrent, soit ils n'ont pas les moyens de faire la guerre, et à ce moment-là, il faut qu'ils acceptent leur sort, comme les chrétiens d'Orient, comme d'autres populations ont accepté leur sort à travers l'histoire quand elles ont été vaincues, c'est tout. Jean Messia, par rapport à ce qui se passe en Israël, et on va en terminer là sur le dossier israélien, la guerre va finir tôt ou tard par s'arrêter. Dans combien de temps on ne le sait pas. Il va bien falloir qu'il y ait une solution politique à cette sortie de crise en Israël. On a entendu aujourd'hui, depuis quelque temps, enfin, des ministres du gouvernement israélien parler d'une solution de déplacement des populations au Congo. Netanyahou, plus ou moins en off ou en on, a parlé que finalement le but ultime c'est le déplacement des populations en Jordanie qui serait en fait l'État de Palestine. Est-ce que d'abord vous, ce sont des propos qui vous ont choqué? Et est-ce que c'est une solution qui est pour vous envisageable ou pas? Parce qu'aujourd'hui, la société israélienne ne veut plus vivre, notamment dans la bande de Gaza, avec ce qui s'est passé. Et quand on dit la société israélienne, c'est pas forcément ceux qui étaient le plus à droite. Mais même aujourd'hui, les gens qui sont au centre ou gauche ne veulent plus vivre à côté des Palestiniens, eu égard à ce qui s'est passé. Donc est-ce que vous comprenez ça ou pas? Est-ce que ça vous choque ou pas? Au Congo, ça me semble un peu délirant. Parce que d'abord, est-ce qu'on a demandé leur avis aux Congolais? Visiblement, apparemment, le président du Congo n'était pas forcément opposé à ça. Il y a eu des discussions avec Netanyahou. Il n'était pas tout à fait opposé. En tout cas, la solution est quand même de funeste mémoire, puisque rappelez-vous que, mais ça c'est à mon avis une maladresse qui n'a pas été aperçue, mais vous rappelez quand même qu'au départ, l'Allemagne hitlérienne voulait déporter les Juifs dans des pays africains. Donc bon, c'est pas très délicat, si vous voulez, ça sert pas forcément la cause d'Israël d'avoir ce genre d'idée. D'autant plus que bon, il n'y a pas besoin d'avoir ce genre d'idée, parce que pour l'instant, Israël a la supériorité militaire. Donc pourquoi jeter de l'huile sur le feu avec des idées aussi débiles? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je considère en effet que la Jordanie, c'est la Palestine, en réalité. Vous savez que 70% de la population jordanienne est palestinienne. Donc ça serait plus logique, si vous voulez, que les Palestiniens aillent vivre dans un pays qui est déjà très majoritairement palestinien et qui est en plus à côté. Voilà, ça c'est peut-être envisageable. Après, donc vous vous opposez à un retour physique des Gazaouis dans la bande de Gaza? J'ai pas d'avis sur la question. Franchement, j'ai pas d'avis sur la question. Je comprends, si vous voulez, que des gens qui ont une terre puissent être attachés à cette terre, mais encore faut-il qu'ils ne fassent pas preuve d'adversité ou d'animosité ou d'inimitié ou d'hostilité vis-à-vis, en tout cas pas comme celle du 7 octobre, c'est ce que je veux dire. Et on comprend aussi que les Israéliens qui, pour avoir connu le traumatisme du 7 octobre, on parle quand même de 1200 morts. À l'échelle de la population israélienne, c'est énorme. C'est, je sais pas, on a dit, je crois, 10 ou 12 Bataclan. Enfin, on comprend que le traumatisme suscité avec, évidemment, la rémanence du souvenir des pogroms perpétrés par les nazis, notamment, on comprend que ça a ravivé des blessures incommensurables dans la mémoire des Israéliens et a évidemment plus qu'écorné l'envie d'un vivre ensemble avec à côté des gens qui ne pensent que du matin au soir qu'à votre propre destruction. Enfin, disons qu'une fois qu'on a intériorisé cette haine viscérale et qu'on a vu la traduction de cette haine viscérale dans des actes abominables, il est évident qu'il faut comprendre
si vous voulez, les déclarations d'un certain nombre d'Israéliens, y compris de ministres, à l'aune de ce qui s'est passé. Il ne faut pas tirer ces déclarations comme ça, comme si elles tombaient du ciel. Il y a quand même un contexte. Donc, si on ne veut pas qu'on dise ce genre de phrases, il faut commencer déjà par calmer la partie d'en face. Bien sûr, parce qu'on a toujours peur de la radicalisation encore plus des habitants de Gaza, mais on ne peut pas nier le fait aussi que les Juifs eux-mêmes, ou en tout cas les Israéliens, ont aussi cette légitimité de eux aussi un peu se radicaliser par rapport à ça, avec des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Jean Messia, je crois que vous venez de faire une démonstration très claire et très nette, s'il fallait encore apporter une preuve, que vous êtes réellement un ami de la communauté juive, que vous êtes pro-israélien. Je pourrais même vous taxer de sioniste. Je ne pense pas que vous le prenez mal. J'espère que ça va en faire réfléchir un certain nombre de personnalités, de gens qui avaient un avis un petit peu défavorable à votre rencontre. Je voudrais, avant de terminer, vous présenter ce petit trombinoscope. Je vais juste ajouter un mot, parce que quand on me taxe d'extrême droite, l'extrême droite fut, et est probablement encore, pour ceux que ça concerne, antisémite. Bon. Donc je ne vois pas de ce côté-là comment je peux être moi-même antisémite, parce que, comme je viens de vous le démontrer, je n'ai non seulement pas d'animosité vis-à-vis des Juifs ou de haine vis-à-vis des Juifs, et bien au contraire, je les considère comme mes concitoyens, et je vous aime beaucoup. Ça, c'est la première... Ouais, c'est gentil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si j'étais viscéralement antisémite, je doute que ma charmante femme, qui est elle-même juive, aurait voulu d'un antisémite à son foyer. Voilà. Okay. Et nous attendons prochainement un heureux événement. Et et donc nous allons faire une cérémonie outrageusement antisémite qui s'appelle la Brit Mila. On a Jean Messia, on a quelques Moël à vous suggérer. On en a des bons dans la région. Pas pour moi, j'espère. Hein. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Non, c'est déjà fait. Vous êtes juif? Non, justement, c'est pour ça que quand vous me parliez de la circoncision tout à l'heure, ça veut rien dire. Bon, vous n'y êtes pas opposé, quoi. C'est non, parfait. Okay. Non. Ça sera public, tout ce que vous dites là. Hein. Je sais. Allez, on termine. Le détail anatomique compris? Tout. Même les mensurations. Ouais. Allez, Jean Messia, on termine avec ce petit trombinoscope. On va vous faire agir sur un certain nombre de personnalités publiques et vous allez nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Allez, on y va pour la première. C'est le roi du silence, là? Ben... Voilà. On peut passer à la deuxième. Ok. Okay. C'était clair, non? Parfaitement clair. Allez, on y va pour le deuxième. La colonne vertébrale idéologique du camp national. Troisième. On aimerait que tous les musulmans de France le suivent. C'est quand même invraisemblable, parce que j'entends toujours dire « Ah oui, mais l'écrasante majorité des musulmans français ne partagent pas les idées radicales et sont compatibles avec les valeurs de la République, veulent vivre, etc. » Mais moi j'ai une question à poser dans ce cas-là. Pourquoi celui qui promeut cet islam qui est compatible avec la République vit sous protection policière 24 heures sur 24 ? Il craint qui, au fait? Des SS? Allez, on passe au suivant. Une ancienne compagne de route? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a incarné l'idée nationale un temps, qui aujourd'hui va probablement entamer sa 3e élection présidentielle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une envie de Marine Le Pen dans le pays. Et je pense que l'espoir au Rassemblement national, en tout cas, réside en Jordan Bardella. Ok. Cinquième personnage public.
Je pense que nous avons là la figure hideuse de ce que peut être le revirement et une forme de trahison nationale aujourd'hui. L'extrême gauche française n'est plus un courant politique comme un autre. L'extrême gauche française est devenue un courant de félons et de traîtres à la France qui mérite d'être traduit devant une cour martiale pour haute trahison. Je pense que c'est... En tout cas, la République, c'est pas lui. Allez. Dernier personnage public. À moins que ça soit la République islamique. Hein, ça, Allez, dernier personnage public. Ah non, pardon, avant-dernier. Avant-dernier. Il y en a un dernier. Je pense que c'est un Premier ministre israélien qui aime son pays, qui a à cœur de le défendre. Son parcours politique et ses options politiques parlent pour lui. Moi, c'est quelqu'un pour lequel j'ai le plus grand respect. Vous croyez que par rapport à ce qui s'est passé, c'en est fini pour lui? Vous Il savez, va devoir assumer la responsabilité des attentats du 7 octobre. Ça, j'en sais rien. L'enquête, pour l'instant, l'enquête le dira. Hein, ça, j'en sais rien. Mais vous savez, en politique, on n'est jamais mort. Et combien de fois Netanyahou a été donné pour mort en politique? Il est toujours là. Allez, on termine cette fois avec le dernier personnage public. Écoutez, voilà le plus brillant personnage politique, le grand espoir national. Non, je déconne. On est écouté par l'Arcom. Hein. On est écouté par l'Arcom. Voilà un chroniqueur télévision, un éditorialiste et un journaliste. Ah. Vous avez oublié de préciser apolitique. Précisez-le bien, apolitique. Apolitique, de fait, puisque je ne suis affilié à aucun courant politique, enfin je ne suis pas membre d'un parti politique, pas responsable politique, je n'exerce aucun mandat électif, je ne suis candidat à rien, mais j'ai une grande gueule. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Jean Messia, merci d'être venu. J'espère que vous reviendrez nous voir. Écoutez, parce que bon, il faut que l'Arcom me retire de sa liste des personnalités politiques, et il faut que le CRIF me retire de la liste des personnes antisémites. Donc c'est pas gagné. Vous l'avez bien compris, on en fait notre affaire. Bien, donc il y aura peut-être une prochaine émission de ce genre, et justement, vous vous trompez à la demande pressante du CRIF. Prochains invités, ce sera un duo Le Pen-Zemmour. C'est vrai? Non, vous déconnez. Je pense qu'on va arriver à leur faire, il y a un terme hébraïque pour ça, on va peut-être arriver à leur faire teshuva. C'est repentance. Mais juste un mot là-dessus, est-ce que ces gens se rendent compte qu'en fait ils ne représentent plus les Juifs de France? Est-ce que ces gens se rendent compte, avec tout le respect que je leur dois, hein, parce qu'à un moment, si vous voulez, il faut savoir faire une introspection. On fait tous des non, là, il va falloir que vous arrêtez, vous allez me mettre dans la merde là. Non. Alors, je rends hommage au CRIF qui... Non, Allez, mesdames, messieurs, je crois qu'on peut l'applaudir. Voilà, la salle va se vider. Si vous voulez prendre quelques photos avec lui, je pense que Jean, vous êtes d'accord? Oui, pas de problème.